Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, la SPL EVA, Madame Corinne Lassois, les co-organisateurs, l'Association européenne de soins pour les personnes handicapées, ASPD, et le Réseau européen pour la vie autonome, ENIL, de m'avoir invité. Au nom du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, je voudrais également remercier les autorités wallonnes pour leur soutien financier et politique à cet événement et pour la possibilité de se rassembler ici aujourd'hui au sein du Parlement wallon pour un événement qui, j'espère, va relancer le débat sur les solutions innovatrices dont parlait Monsieur le Premier ministre Paul Magnette. Je vais aussi saluer, Madame Lassois, votre courage, votre engagement pour le changement, votre remarquable énergie avec laquelle vous avez investi dans l'organisation de cet événement. Notre bureau régional pour l'Europe, qui existe depuis 5 ans, a identifié le thème des droits des personnes handicapées comme l'une de ses priorités soi-disant transversales, c'est-à-dire les priorités qui sont d'actualité dans de nombreux pays européens, étant donné que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est assez nouvelle. Elle a été adoptée en 2006 et ratifiée par la Belgique, comme vous le savez, en 2009. On doit également reconnaître que c'est un vrai défi pour la majorité des pays européens et même pour nous, les organismes internationaux des droits de l'homme, qui ont trop longtemps considéré le handicap comme quelque chose à part, un domaine où s'appliquait une logique de charité, une approche médicale, plutôt qu'une approche vraiment des droits de l'homme. Et la Convention change tout ça. Elle n'est pas apparue de nulle part, évidemment. Elle représente une codification légale d'un changement progressif dans nos sociétés au cours des dernières décennies. Un changement, disons, à différentes vitesses dans de différents pays. On va écouter, après moi, M. Jim Crow des Pays de Galles qui va montrer comment on a fait déjà des réformes très profondes et remarquables dans le Pays de Galles. On a d'autres pays en Europe qui, on peut dire, sont plus avancés que les autres. Mais tous, nous suivons le même chemin. C'est le chemin de passer d'une logique d'un paternalisme bienveillant, soit caritatif, soit professionnel, soit un mélange des deux, à ce qu'on appelle une éthique interactive. Et cela signifie que la personne en situation de handicap elle-même passe d'un rôle passif d'objet des interventions médicales ou sociales à un rôle d'un acteur de sa propre vie. Et cela correspond parfaitement au titre de l'événement d'aujourd'hui, vivre sa vie. On cherche de changer l'approche de soi-disant top-down vers une approche bottom-up qui implique aussi des organisations de personnes handicapées comme des vrais partenaires pour les gouvernements, comme des vrais partenaires. Comme vous le savez, l'article 19 de la Convention internationale est un article relatif à l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société. Cet article, je vais le lire, ce n'est pas un texte poétique, mais je pense que c'est quand même un texte avec des valeurs assez littéraires, parce que cet article nous dit que l'État partie reconnaisse à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix
que les autres personnes, la même liberté de choix. Et les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que, premièrement, les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, et c'est très important ici l'emphase sur le choix, de choisir sur la base de l'égalité avec les autres leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulière. Donc on ne parle pas ici d'institutions ou établissements, mais on parle de choix. Et c'est très important. Deuxièmement, que les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation. Et troisièmement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer un univers parallèle de services, la Convention stipule que les services et équipements sociaux destinés à la population générale doivent être mis à la disposition des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres et qu'ils soient adaptés à leurs besoins. Je vous propose donc 3 points de réflexion. Le premier point, c'est de rappeler que cette convention, elle ne reconnaît pas per se des nouveaux droits. À vrai dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous rappelle explicitement que l'entièreté des droits contenus déjà en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme s'applique aussi aux personnes handicapées. Tant les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels, et tant pour les personnes portant l'handicap physique ou sensoriel, comme aussi pour les personnes porteuses de handicap mental ou intellectuel. Deuxièmement, l'article 19 de la Convention, l'article qui est relatif à l'autonomie de vie et inclusion dans la société, c'est vraiment un article clé de cette Convention, parce que c'est clé pour l'exercice de leurs autres droits. C'est pourquoi les pays qui ont accepté les obligations internationales dans ce domaine doivent soutenir l'autonomie de vie par un investissement suffisant ainsi que le développement de services d'assistance personnelle afin de garantir non seulement une cohérence avec la Convention, mais surtout afin que l'accès individuel aux ressources financières permette aux personnes en situation de handicap de vivre leur vie, de faire leur choix quant à l'autonomie de vie. Troisièmement, Nadia Haddad va parler après beaucoup plus en détail du processus à Genève, dont l'évaluation du rapport de la Belgique par le Comité des droits des personnes handicapées. Donc je ne vais pas citer toutes les recommandations de ce comité. Je vais dire seulement que ce comité a noté avec inquiétude que la Belgique a un fort taux d'orientation des personnes handicapées vers des soins en établissement et que les personnes ont très peu de choix pour une autonomie de vie, étant donné le manque d'investissement et l'insuffisance des services d'assistance personnelle. Pour nous, c'est aussi important que le comité a évoqué une question que nous avons aussi abordée dans la presse belge, c'est-à-dire la préoccupation que nous avons exprimée concernant l'autorisation des soins spécifiques pour les citoyens français en Wallonie. Là, il s'agit aussi de la question du article 19, parce que, bien sûr, c'est
tout d'abord un problème du système français. Les personnes en situation de handicap ne devront pas être traitées comme des objets pouvant être déplacés dans différentes parties de la France, souvent lointaines, ou en Belgique. Et les personnes doivent être des sujets actifs. Ce n'est pas seulement un business plan qu'on les met au-delà d'un pays à un autre pays parce qu'on a transformé, comme j'ai vu dans la presse, un dépôt de pétrole en service de soins en disant mais c'est un business plan magnifique. Je ne trouve pas ça une bonne approche pour l'inclusion des personnes dans leur propre communauté. Mais pour revenir aux recommandations du comité, pas seulement à la Belgique, mais aux autres pays, il démontre que les pays doivent changer leurs priorités dans ce domaine, que les pays doivent mettre les efforts pour que, d'une part, les services stimulent l'émancipation et la prise de responsabilité et de choix personnels des personnes en situation de handicap, et que, d'autre part, pour que ces personnes puissent s'épanouir et d'être intégrées dans la communauté. Parce qu'en effet, si on dit vivre sa vie, ça ne signifie pas vivre isolé dans un environnement où on ne rencontre que des experts, des soignants et d'autres bénéficiaires de services. Non, c'est pourquoi les pays doivent réorienter leur financement pour garantir l'autonomie et la participation active des personnes en situation de handicap dans le choix de vie et doivent se détacher du modèle traditionnel dont la tendance majoritaire tend à sous-estimer le potentiel, comme vous avez dit, Madame Lassois, sous-estimer le potentiel des personnes en situation de handicap à cause de préjugés, sous-estimer ce potentiel quant à leur capacité de faire des choix et de les exprimer. En vous remerciant pour votre attention et en remerciant les organisateurs de m'avoir invité, je voudrais souligner en tant que représentant régional du Bureau des Nations Unies, mais aussi en tant que membre du groupe d'experts sur la transition des soins en institution vers les soins de proximité, dont les lignes directrices vous seront expliquées après, que nous sommes toujours à votre disposition, dans la mesure du possible, pour vous accompagner sur ce chemin dans un esprit de partenariat et de coopération. Je vous remercie de votre attention.